réinventer la gouvernance de l'entreprise et la relation au travail. Pour évoquer ce sujet, deux personnalités. Deux personnalités, tout d'abord Madame Frédérique Lelouch, secrétaire confédérale en charge de la RSE à la CFDT, de la RSE et de la gouvernance d'entreprise, pardon, et également présidente de la plateforme nationale de la RSE. Merci beaucoup, madame, de bien vouloir me rejoindre. Emery Jacquia également avec nous, directeur général de la CAMIF, entreprise à mission. Je vous en prie, madame. Oh, mettez-vous juste au centre, je vous en prie. Merci beaucoup. Je vais démarrer avec vous, madame Lelouch, si vous le permettez. Depuis 3 ans, effectivement, la CFDT mène un travail approfondi sur la gouvernance de l'entreprise. Pendant longtemps, l'entreprise a été simplement définie comme un employeur, créatrice de richesse. Vous avez interrogé 200 000 personnes. 200 000 personnes, grande enquête intitulée « Parlons travail ». Vous n'avez pas fini de la dépouiller. Et la gouvernance était au cœur également de ce questionnaire. Vous avez pu déjà voir un peu quelles étaient les tendances sur la gouvernance ? Absolument. Bonjour à toutes et à tous. Déjà, je voulais juste dire un mot. Je suis ravie d'être ici parce que ce n'est pas pour ça que je suis là, mais je suis d'origine normande, donc je suis absolument ravie d'être parmi vous. Vous êtes 2 fois la bienvenue. Alors oui, effectivement, il y a quelques années, la CFDT a lancé une grande enquête qui s'appelle « Parlons travail », auquel plus de 200 000 personnes ont répondu, ce qui rend les résultats de l'enquête particulièrement signifiants. Et ce que dit cette enquête, un des principaux résultats, c'est que 73% des personnes interrogées souhaiteraient être davantage associées aux décisions qui les concernent. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a une envie d'avoir davantage de prise, d'être davantage associé, de savoir pourquoi on travaille et de reconnecter à la question du sens. C'est vraiment une aspiration un peu générale des jeunes générations. Et je pense que c'est particulièrement vrai. Alors, on n'a pas refait l'enquête depuis la pandémie, mais je pense qu'il y a particulièrement besoin d'un sens partagé, d'un cap partagé pour se réarrimer à ce projet commun qu'est l'entreprise, ce projet collectif. Que les personnes interrogées disent à un moment donné je souhaiterais être consulté chaque fois que quelque chose me concerne. Est-ce que cela veut dire que la gouvernance de l'entreprise doit être revisitée ? Absolument, c'est notre position à la CFDT. Alors, l'idée, c'est pas que tout le monde décide de tout le temps, à tout moment. Mais il y a un vrai enjeu à associer, à mieux en fait partager ce qui fait en fait ce qui est la stratégie de l'entreprise, ce qui est le cap en commun. Alors, pourquoi ça ? Nous, en fait, on est convaincus à la CFDT que parmi ceux qui font vivre l'entreprise, les salariés ont une place particulière puisqu'ils ne sont pas une simple partie prenante, c'est notre conviction. Même si les parties prenantes ont un rôle essentiel et nourrissent la réflexion de l'entreprise, l'idée, c'est que les salariés sont une partie constituante. Ça, c'est vraiment fondamental dans notre réflexion. Et à ce titre, ils doivent être mieux associés à la gouvernance. Parce que, en fait, depuis quelques temps, depuis toujours, la gouvernance s'est réfléchie, les codes de bonne gouvernance ont été réfléchis sans vraiment valoriser la participation des salariés. Partie constituante. Emery Jacquia, merci beaucoup d'être parmi nous, PDG de la CAMIF. Aujourd'hui, entreprise à mission. Lorsque vous êtes entré à la CAMIF, ce n'était pas une entreprise à mission. Sur les propos qui viennent d'être tenus, d'abord, le salarié, partie non pas intégrante, mais constituante, parmi d'autres, de l'entreprise, vous êtes d'accord ou pas ? Absolument, mais les collaborateurs sont au cœur du projet de l'entreprise. Et toute transformation d'une entreprise, et on va en parler, elle se fait avec les collaborateurs. Qui sont les mieux placés au quotidien dans les décisions qui sont prises dans l'entreprise pour aligner l'entreprise face à ces nouvelles missions ? Ce sont nos collaborateurs. Donc évidemment, c'est une partie constituante
hyper importante de l'entreprise. Et le rôle des managers, le rôle du leader, c'est de libérer cette énergie chez l'ensemble des salariés, chez l'ensemble des collaborateurs, pour qu'ils se saisissent du projet de l'entreprise et qu'ils osent expérimenter, innover et lancer des projets qui vont dans le sens de l'entreprise. Alors, j'aimerais qu'on aille sur l'exemple de la Camif. Vous arrivez aux alentours de 2009. C'est une entreprise qui, à l'époque, en tous les cas, est florissante. Et vous vous interrogez, c'est une question. Si la Camif disparaissait de la surface de la Terre, qu'est-ce qui changerait? C'est la question de départ. Vous avez mis combien de temps ensemble pour répondre à cette question-là? Alors en 2009, l'entreprise n'était pas du tout florissante, elle était au bord du dépôt de bilan. Mais justement, la question s'est posée très vite du sens du projet. On a fait le choix, au moment du redémarrage, de miser sur la consommation responsable, la production locale, le choix du Made in France, de la qualité, du durable. Et ça a permis de redémarrer. Puis très vite s'est posée la question de l'avenir de l'entreprise. La Camif avait été créée en 1947 par des instituteurs qui s'étaient regroupés après-guerre pour se rééquiper, sur un modèle de vente par correspondance que nous on a relancé sur Internet. La question s'est posée assez vite d'aller chercher des nouveaux clients, parce qu'on ne pouvait pas éternellement dépendre des clients instituteurs à la retraite de 65 ans d'âge moyen en 2009, et on savait que l'avenir de l'entreprise passerait par aller à la conquête de nouveaux clients. Et c'est à ce moment-là que s'est finalement posée cette question essentielle qu'on se pose rarement dans une entreprise, c'est pourquoi on existe ? À quoi on sert? Alors, parfait. La question est simple. Elle est gigantesque, mais elle est simple. Oui, elle est simple. Mais alors, comment avez-vous fait pour y répondre? Parce que vous n'y avez pas répondu tout seul. Non, on s'est appuyé d'abord sur les travaux de chercheurs, ceux de l'école des mines, Blanche Ségrestin et Armand Hatchuel, qui avaient, eux, théorisé au moment de la crise financière de 2008 sur la société à objet social étendu, convaincus que l'entreprise ne peut pas se limiter à être une boîte à partager le profit, qu'elle a un vrai rôle, une vraie utilité dans la société. Et au fond, on a donc suivi un peu le cas d'école de l'école des mines et on a constitué un petit groupe de travail qu'on a baptisé la cellulose, la cellule à l'objet social étendu, composé de représentants des parties prenantes et de parties constituantes de l'entreprise. Et on leur a confié comme mission de définir la raison d'être de l'entreprise. Ça a duré combien de temps, ces travaux? Alors, on a mis 2 ans et demi pour formuler 2 phrases. Alors, non pas que nous ne soyons pas très efficaces à la Camif, mais parce qu'on a souhaité justement avoir une démarche très collaborative et interroger toutes nos parties prenantes, donc des clients, des actionnaires, des acteurs du territoire, des collaborateurs, des fournisseurs, avec des questions assez simples. Pourquoi on existe, à quoi on sert, qu'est-ce qui serait fondamentalement différent si on n'existait pas, qu'est-ce qui serait fondamentalement différent si tous les acteurs de notre marché adoptaient les bonnes pratiques de la Camif. On pourrait recréer par exemple 20 000 emplois en France juste en relocalisant notre consommation et nos productions dans l'équipement de la maison. Et donc cette maturation assez longue pour sortir ces 2 phrases a été assez déterminante. D'abord parce que ce chemin long, c'est le chemin qui transforme. Et donc, ça a été pour nous une façon de réengager les collaborateurs, mais plus largement toutes les parties prenantes dans l'entreprise sur le projet collectif qu'est l'entreprise. Donc 2 ans et demi pour sortir 2 phrases, proposer des produits et des services dans la maison au bénéfice de l'homme et de la planète, et mobiliser tout notre écosystème pour imaginer les nouveaux modèles de consommation, de production et d'organisation. Tout ça est inscrit dans nos statuts en 2017. Merci beaucoup pour ce premier développement. Frédéric Lellouche, vous, votre commentaire, étant donné ce que vous nous avez dit précédemment, sur cette expérience-là. Alors, moi, je n'ai pas commenté l'expérience de la Camif en particulier, mais c'est vrai qu'à la CFDT, on a aussi également suivi les travaux des mines et des chercheurs en question. Et ça a beaucoup inspiré notre réflexion autour de l'entreprise, de ses finalités, de sa gouvernance et sur cette donc, société à objet social étendu à l'origine qui est devenue la société à mission prévue par la loi Pacte depuis 2019. La CFDT s'est beaucoup intéressée à ce modèle. Pourquoi? Parce que c'est l'occasion de graver des objectifs, des finalités sociales, environnementales dans les statuts. C'est l'occasion de se doter d'une gouvernance partagée. C'est l'occasion de faire intervenir un tiers indépendant. Donc pour nous, c'est un modèle qui est évidemment extrêmement intéressant à suivre et on s'y est intéressé à travers le prisme de la participation des salariés. C'est-à-dire qu'en fait, la loi
prévoit que un salarié participe à ce comité de mission qui est chargé du suivi, de l'évaluation de la mission. Est-ce que l'entreprise se donne les moyens d'atteindre la mission qu'elle s'est donnée? Et la loi dit un salarié au minimum doit participer au comité de mission. Mais c'est qui? Est-ce que c'est un représentant des salariés? Est-ce que c'est quelqu'un de la direction? Est-ce que c'est quelqu'un qui doit avoir une expérience de la représentation? Quel est son... Voilà, on s'est posé 1000 questions parce qu'en fait, la loi ne dit pas grand-chose. Emery Jacquia, vous y avez répondu comment? Avec le temps d'abord. C'est intéressant la réponse. Avec le temps d'abord. Pourquoi? C'est une question humaine, j'imagine, d'abord. Bien sûr. Avec le temps, et ensuite le temps de l'appropriation. Ensuite, avec l'idée que plus on arriverait à regrouper des parties prenantes autour de ce projet d'entreprise à mission, plus le projet serait juste, plus l'entreprise serait résiliente. Et ensuite, voilà, les choses se sont faites progressivement. Le comité de mission, qui était notre embryon de comité de mission, c'était la cellulose. On l'a voulu représentatif des parties prenantes. Aujourd'hui, on a 2 représentants des collaborateurs, 2 représentants de fournisseurs, un actionnaire, un expert. Voilà. Et ce comité de mission, aujourd'hui, il a pour vocation d'évaluer la démarche de l'entreprise au regard de ses objectifs de mission. Une chose, on n'a pas évoqué, vous avez des actionnaires. Pendant tout ce temps, qu'a été l'attitude de vos actionnaires? Ils vous ont dit quoi? Les actionnaires, et on a eu la chance, d'abord on est une entreprise familiale, donc ça aide, mais on a, pour redévelopper Camif, on a fait 2 levées de fonds, une en 2009 auprès d'un fonds de famille, et puis une en 2013. En 2013, on a été trouvé un des tout premiers fonds d'impact en France, qui s'appelle Citizen Capital, et donc il y avait un alignement sur la vision des actionnaires, sur le fait que l'entreprise serait plus résiliente, plus forte, plus performante, si au cœur de son modèle mettait justement une mission avec des enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux. Donc les actionnaires, ils ont maturé avec nous, avec le projet de l'entreprise. Merci beaucoup. Madame Lelouch, vous avez commis un rapport sur le sujet, sur l'entreprise à mission. Entreprise, un projet collectif, quelle place pour le salarié? Dans ce rapport en question, que dites-vous exactement? Alors en fait, dans ce rapport, on voulait éclairer cet angle un peu peu exploré jusqu'à maintenant de la question de la place des salariés. Comme je vous disais, la loi ne dit pas grand-chose. Donc comment on s'en empare et comment on en fait un projet syndical? Parce qu'on s'est dit que ça pouvait aussi être un levier pour les représentants des salariés de s'emparer du sujet de l'entreprise à mission. Notre enjeu au départ, c'est vraiment d'en faire un projet partagé. Ce qu'on voit, juste peut-être une petite parenthèse, c'est que ce qu'on voit actuellement dans le déploiement des entreprises à mission, c'est que l'engagement du dirigeant, et l'exemple de la Camif est évident, c'est que l'engagement du dirigeant est vraiment décisif, est vraiment clé, est vraiment le point de départ de tout. Mais ensuite, voilà, c'est un préalable indispensable. Il y a l'Observatoire des entreprises à mission qui montre que dans 95% des cas, c'est vraiment la formalisation d'une vision du dirigeant, donc c'est absolument indispensable. Nous, notre conviction, c'est qu'on ne doit pas s'arrêter là, c'est-à-dire que c'est un préalable, mais ensuite, il y a à embarquer les collaborateurs, en faire un projet partagé. Et du coup, on a fait un rapport, une enquête qui établit 20 recommandations autour de, alors je ne vais pas vous les citer les 20, mais vous les retrouverez sur le site de la CFDT, autour de la définition de la mission, autour du comité de mission, autour de l'articulation des espaces de gouvernance. C'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur et qui était un peu le point de départ de notre travail. C'est-à-dire, on a parlé de dialogue social précédemment, on a les conseils d'administration, l'espace de gouvernance des entreprises, et la société à mission vient créer un comité de mission. C'est quoi ce truc? Comment ça vient s'articuler avec le CSE? Comment ça dialogue avec le conseil d'administration? Comment ça se nourrit mutuellement? C'est toutes ces questions qu'on s'est posées dans notre rapport, et on a cherché à y répondre en proposant une vingtaine de recommandations un peu pratiques pour aider en fait les acteurs de l'entreprise dans leurs échanges. Emery Jacquia, vous avez dû y répondre. Oui, dans votre comité de mission, il y a qui?
Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, des représentants des parties prenantes. Et en fait, on a, je ne l'ai pas dit, mais créé également une association en 2018 qui est la communauté des entreprises à mission, que je préside aujourd'hui. Et il y a de nombreux travaux, de groupes de travail sur ces thématiques-là de la gouvernance, de la mission, de la raison d'être. Et donc, J'aimerais que vous précisiez, excusez-moi, mais j'aimerais que vous précisiez ceci. Donc, vous êtes devenu une entreprise à mission, vous nous avez dit, vous avez 2 baselines importantes. Maintenant, j'aimerais voir les conséquences sur le terrain. Très concrètement, vous avez des objectifs de mission. Qui s'en empare et qui travaille dessus? L'enjeu clé, c'est que la mission elle serve à la transformation de l'entreprise, de son modèle. Donc on a traduit cette raison d'être en 5 objectifs de mission. Le premier, c'est par exemple d'informer et de sensibiliser sur la consommation responsable. Le troisième, c'est de faire de l'économie circulaire notre standard. Donc quand on met ça dans nos statuts en 2017, ça nous oblige. Ça nous oblige à revoir les 21 000 références du catalogue produit de la CAMIF. Bien sûr. Aujourd'hui, on a revu 60% de notre offre sur les principes de l'éco-conception. On a développé un projet qui s'appelle CAMIF Édition, qui sont des produits co-créés avec des experts d'économie circulaire, avec des fabricants français, avec des designers, avec des collaborateurs, pour imaginer des nouveaux modèles qui sont exclusifs, innovants et qui créent une triple valeur pour nous. Une valeur économique d'abord, parce qu'on est dans un marché qui est très compétitif, le e-commerce, et ces produits-là, on les retrouve nulle part ailleurs, sur aucune marketplace, donc ça protège nos marges, ça protège également les marges de nos fabricants. Ça crée une valeur sociale enfin, parce que pour un emploi qu'on crée à Niort à la CAMIF, on en crée 14 en France, de par cet engagement du local. Et enfin, une valeur environnementale, parce que ces produits, c'est des produits économie circulaire. Là, on vient de lancer le premier matelas, qui est une première boucle d'économie circulaire dans la literie, où on fait un matelas entièrement fabriqué à partir de vieux matelas recyclés. On a mis 4 ans pour le faire, mais on y est arrivé. Et ça transforme en profondeur notre métier. On est en train de passer d'un métier de distributeur à un métier d'éditeur. Ça rend le projet de l'entreprise passionnant pour les collaborateurs, dont le métier même change. Voilà, je voulais en arriver là, mais ça veut dire donc, vous êtes parti de la raison d'être, vous êtes parti du sens, et maintenant dans l'action concrète de moi qui suis éventuellement votre collaborateur sur le terrain, j'applique et mon action a le sens indiqué dans la charte même. C'est bien cela? On a effectivement ces 5 objectifs de mission qui sont également traduits en feuille de route. Donc cette feuille de route a été co-construite avec les collaborateurs, mais aussi avec notre comité de mission, avec des objectifs, avec des renoncements. Le renoncement assez fort qu'on a fait en 2017, ça a été de boycotter le Black Friday. Donc on a fermé notre site le meilleur jour du e-commerce pour faire passer notre message qu'il y avait un autre modèle à la surconsommation, qu'on pouvait consommer de manière plus responsable. Peut-être moins, mais mieux. On a parlé tout à l'heure de la valeur. Voilà, donc oui, cette feuille de route, elle est alimentée, et puis chacun s'en saisit. L'objectif, c'est vraiment Frédéric Lellouche, j'imagine qu'ici, on a coché quelques cases des 20 que vous aviez évoqués tout à l'heure. Il y en a d'autres? Peut-être qu'il y a un sujet qu'on a moins eu l'occasion d'aborder et qui nous semble très intéressant, c'est le lien avec les parties prenantes, c'est-à-dire qu'en fait, avec l'externe, c'est-à-dire que cette entreprise à mission, avec ce comité de mission, intègre des parties prenantes externes qui, traditionnellement, ne font pas partie de la gouvernance ni du dialogue social. Et c'est une fabuleuse occasion d'être en lien pour l'entreprise, à l'écoute de son écosystème, des attentes des acteurs qu'elle a moins l'occasion de consulter, ou peut-être de façon plus informelle. Et nous, par exemple, une de nos recommandations, c'est de choisir les membres externes à l'entreprise selon leur capacité à challenger. C'est-à-dire qu'on ne voudrait pas que ces comités de mission deviennent un peu des clubs un peu entre soi avec une certaine complaisance. L'idée, c'est que ce soit aussi un peu un lieu poil à gratter où on vient un peu challenger les objectifs, donc avoir un regard critique qui puisse s'exprimer, ça fait progresser, c'est notre conviction, l'activité et l'atteinte de la mission. Donc c'est un des points. Et peut-être autour de la transparence et de la communication, un de nos souhaits, c'est pas écrit dans la loi, mais ça nous semble une bonne pratique, c'est de rendre compte. C'est-à-dire qu'en fait, un rapport de mission est prévu par le comité de mission. Nous, on souhaiterait qu'on généralise l'idée de rendre compte aux salariés. Souvent, on a vu dans les premiers rapports de mission que le destinataire final, en tout cas imaginé, c'est l'actionnaire, c'est l'Assemblée générale, parce que le rapport de mission doit être présenté en AG.
Nous, on aimerait bien qu'il y ait aussi un temps d'appropriation en interne avec les salariés autour du rapport de mission, que ce soit l'occasion de rassembler de façon, voilà, soit en vidéo, soit en vrai, mais en tout cas d'avoir un échange pour que ce qui a été dit auparavant, juste avant cette table ronde, c'est la question de la fierté, de la motivation des salariés. On est absolument convaincus que ces éléments-là peuvent être source de fierté et que, voilà, on ne doit pas être dans un exercice de simple conformité. La loi demande une présentation à l'AG d'actionnaires. Allons un petit peu plus loin et en faisons-en un sujet de dialogue. Parce que pour nous, ça peut être aussi l'occasion de revisiter le dialogue social, de le renforcer et de renforcer sa qualité. Merci beaucoup. Vous êtes challengé dans votre gouvernance désormais. Y a-t-il des personnalités indépendantes pour la gratter au sein du comité de mission? Bien sûr, bien sûr. Oui. On a des experts de l'économie circulaire, on a des fabricants aussi, et on rend compte aussi. Hein. On vient de publier notre premier rapport de mission qui rend compte de là où on est, du chemin qui a été parcouru, mais de ce qui nous reste à faire. Donc c'est aussi un devoir et un exercice d'humilité. Nos entreprises ne sont pas parfaites, on peut toujours faire mieux. Et il y a aujourd'hui un moment qui me semble assez propice avec une exigence croissante des citoyens, des consommateurs, de nos propres collaborateurs sur l'engagement de l'entreprise. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus matures qu'il y a quelques années pour décrypter les tentatives de greenwashing. Et une façon de rendre compte et d'être transparent, c'est une façon finalement de s'engager avec sincérité dans cette démarche qui doit être une démarche de progrès. Et l'entreprise à mission est sans doute le plus puissant levier de transformation de l'entreprise qu'on ait à disposition pour mettre en œuvre dans l'entreprise cette amélioration continue au service d'enjeux qui la dépassent. Vous nous avez dit en 2009, les résultats de l'entreprise auraient pu être meilleurs. Que sont-ils aujourd'hui ? Au bout d'un moment, on se rend compte que tout ça, ça paye. L'année dernière, c'est 44% de croissance sur camif.fr. Le jour où les consommateurs se tournent, ils font plus attention à ce qu'ils achètent, probablement accéléré par cette prise de conscience qu'on a tous eue pendant la crise, des limites de nos modèles. Eh bien, on fait plus attention à qui on achète, à d'où ça vient, comment c'est fabriqué, par qui c'est fabriqué. On va avoir tendance à privilégier des entreprises qui sont réellement engagées, sincèrement engagées. J'ai une dernière question pour chacun d'entre vous. Madame Lelouch, quelle serait finalement la recommandation, je ne vais pas dire le conseil, mais les recommandations qui seraient les vôtres sur l'entreprise à mission, sur la façon de modifier peut-être la gouvernance d'une entreprise? Alors, peut-être justement de sortir un tout petit peu de l'entreprise à mission. On est absolument convaincu que c'est un modèle à poursuivre qui doit se généraliser. Actuellement, recensé, on a 200, je crois que j'ai vu hier, 257 entreprises, sociétés à mission. Il pourrait y en avoir plus qui ne sont pas recensées, mais c'est ça les chiffres. C'est une vraie innovation, comme on l'a dit, ça sécurise des engagements, ça fédère un collectif, ça ouvre la gouvernance aux parties prenantes, pardon. Donc c'est extrêmement positif et c'est à généraliser. Pour nous, ce sujet-là ne doit pas éclipser celui principal, qui est celui de la gouvernance de l'entreprise de façon plus générale, au-delà des sociétés qui sont devenues à mission. Mais il y a un vrai enjeu à ouvrir davantage la gouvernance des entreprises aux salariés. Il y a 3 raisons pour cela. La première, c'est que les salariés ont une connaissance irremplaçable de la réalité du travail dans l'entreprise. La deuxième, c'est que souvent, les entreprises, il y a beaucoup d'études qui le montrent, des études françaises et européennes, c'est que là où il y a codétermination, alors nous on appelle de nos voeux à une codétermination à la française, là où il y a une plus grande participation des salariés à la gouvernance, au conseil d'administration des entreprises, il y a un plus grand investissement de l'entreprise dans la formation, dans le long terme. Le troisième raison, c'est qu'en fait, on est un peu à la traîne des pays européens. C'est-à-dire que ce n'est pas une utopie ce dont on parle, c'est quelque chose qui existe dans pas mal de pays d'Europe. Et parmi les pays d'Europe qui ont mis en place une participation des salariés dans les conseils d'administration, la France est le pays avec la plus faible participation. Donc pour nous, il y a un vrai retard à rattraper. Les entreprises avec codétermination sont aussi plus compétitives. Donc pour nous, il y a beaucoup à gagner à aller vers une gouvernance plus coopérative. Alors ça suppose
de se faire confiance. Ça suppose de changer un peu d'optique. On a une histoire des relations sociales qui est ce qu'elle est, donc on ne pourra pas calquer le modèle allemand. C'est pour ça que nous, on appelle à une codétermination à la française. Et ça suppose, et on en est convaincu, que ça suppose que chaque acteur peut-être fasse un pas et se renouvelle. Et en tout cas, c'est la réflexion qu'on a à la CFDT. C'est pas un vœu en l'air. Pour nous, il y a des enjeux tels, l'enjeu de la transition écologique, de la justice sociale, la montée des inégalités. Les enjeux sont tels qu'il y a besoin d'être ensemble, d'être à l'écoute et de le faire de façon coopérative. Merci beaucoup pour votre réflexion. Je ne sais pas s'il a sa carte, mais j'ai eu comme l'impression quand même que M. Emery Jacquia n'était pas très éloigné de vos réflexions. M. Jacquia, et de votre côté, voici ma question. Et maintenant que vous y êtes, maintenant que vous êtes entreprise à mission, et que donc vous allez poursuivre vos missions successives, qu'est-ce qui va se passer derrière ? En fait, le chemin démarre quand on obtient cette qualité de société à mission parce qu'on brûle ses vaisseaux quelque part. Donc, on est transparent sur les objectifs et puis on est dans cette démarche de progrès. Et puis, le chemin ne s'arrête jamais. Les enjeux qu'on a devant nous sont majeurs, les enjeux sociaux, sociétaux, environnementaux, et l'entreprise est le plus puissant levier de transformation de la société qu'on ait à disposition. C'est notre devoir aujourd'hui de l'activer. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une réconciliation possible entre l'impact et l'économique, entre le court terme et le long terme. Et donc, moi, je crois qu'aujourd'hui, notre responsabilité de dirigeant, c'est de transformer en profondeur l'économie, de la réinventer, on est là pour ça aujourd'hui, et donc de réinventer nos entreprises. On ne peut pas le faire seul. Ma recommandation, c'est de rejoindre un réseau d'entreprises qui peut être un lieu de partage, parce que ce chemin mérite d'être partagé. C'est ce qu'on a souhaité faire quand on a créé la communauté des entreprises à mission. Partager entre pairs, continuer à enrichir ce modèle, l'expérimenter, et puis le faire connaître, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, faire connaître ce modèle qui est l'entreprise à mission, parce que c'est le modèle de l'entreprise du XXIe siècle. Et puis pour en savoir plus, il faut aller à la masterclass à 14h40, salle Gilda. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Puis je vous demandais d'applaudir vos deux intervenants, Madame Lelouch et Monsieur Jacquia.